Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité en ce lundi matin est Michel Forget, il est militant Europe Écologie Les Verts, conseiller municipal d'opposition à Dinan et également conseiller communautaire de Dinan Agglomération. Il est venu depuis Dinan justement jusqu'à nous pour être en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors on va parler de politique, on va parler d'écologie ce matin avec un maître mot en ce moment, l'énergie. C'est la grande préoccupation du moment. On nous a assuré qu'il n'y aurait pas de coupure de courant en décembre, mais en janvier, ça peut être un petit peu plus compliqué. La question, c'est pourquoi on n'a pas anticipé finalement ? Oui, alors à la fois on peut, en tant qu'écologiste, on peut se réjouir, c'est difficile de dire, d'employer ce terme-là, mais c'est vrai que les questions d'énergie, la France n'a jamais eu un réel débat sur l'énergie, sur les choix, en particulier du tout nucléaire. On l'a souvent déploré, avec d'autres d'ailleurs. Et donc enfin, j'allais dire, les questions de l'énergie, les questions du coût, du mix énergétique, de l'indépendance, puisqu'on nous a vendu quand même le tout nucléaire comme étant une énergie propre, pas cher et qui assurait l'indépendance. On s'aperçoit qu'il n'en est rien, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc je pense que pourquoi on n'a pas anticipé, c'est parce que je crois qu'on a été dans le tout nucléaire pendant des années. On a un retard par rapport à d'autres pays très très important sur les énergies renouvelables. Et il y a eu aussi, je veux dire, une perte de savoir-faire aussi, puisque à la fois certains disaient on va diminuer le nucléaire, voire arrêter. Et effectivement, il y a eu des recours de plus en plus à la sous-traitance. C'est-à-dire que tout ce qui était assuré par l'État, comme dans plein de domaines d'ailleurs, qu'on prenne la SNCF, l'électricité, etc., l'État a abandonné d'une certaine façon pour confier au privé et à de la sous-traitance tous ces domaines-là qui sont, on le savait bien, mais on le découvre. Enfin, on semble le découvrir aujourd'hui, qui sont stratégiques, qui sont éminemment stratégiques. On a fermé Fessenheim. Est-ce que c'était une bonne idée ou est-ce qu'on aurait dû attendre un petit peu ? Alors je crois que la question, nous écologistes, on a toujours défendu non pas un arrêt brutal du nucléaire, mais une sortie, donc une transition bien évidemment, pour développer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on développe les capacités de production d'énergie autres que le nucléaire, eh bien on peut anticiper et programmer la fin progressive d'un certain nombre de centrales par tranche, etc. Ça a toujours été le programme. Fessenheim, c'était une demande depuis très longtemps, compte tenu de l'ancienneté de la centrale, compte tenu aussi des pressions des voisins, puisqu'on se souvient que l'Allemagne et d'autres pays limitrophes se plaignaient et redoutaient les risques et dénonçaient les risques encourus. Donc je pense que c'est une bonne chose. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on nous dit les écologies, faut être pragmatique et pas idéologique sur le nucléaire. Et en fait, moi j'ai plutôt envie de renverser les choses. C'est-à-dire que les pragmatiques aujourd'hui, je veux dire, c'est ceux qui défendent les énergies renouvelables. Si aujourd'hui on arrive, je veux dire, à pouvoir se maintenir au niveau de la production électrique, même si on en achète beaucoup à l'étranger alors qu'on en exportait avant, c'est grâce aux énergies renouvelables actuellement, puisque la moitié du parc nucléaire, je veux dire, est hors service pour des questions d'entretien, mais aussi pour des questions de réparation, de dysfonctionnement. Et l'été dernier, puisque le nucléaire a besoin d'eau énormément, on a vu qu'avec la sécheresse, depuis quelques années, régulièrement l'été, les préfectures, l'État relève les niveaux de réchauffement des rivières et des fleuves pour pouvoir rejeter l'eau effectivement qui sert au refroidissement des réacteurs. Donc on voit bien que c'est quand même très compliqué et on ne pourra s'en sortir au moins qu'en développant encore plus les énergies renouvelables, bien évidemment. Alors, ce réchauffement aussi a un impact dans les fleuves, sur la biodiversité. Là aussi, on pourrait en discuter. Sur le nucléaire, aujourd'hui, on entend d'autres voix que celles des écologistes pour dire, voilà, il faut, et c'est celle du président de la République, entre autres, il faut avoir un véritable programme nucléaire à 50 ans, remettre en service des réacteurs. Là, je vous vois tiquer, Michel Forget. Oui,
Alors, ce qui est intéressant, je le dis encore, c'est qu'on a, et là c'est vraiment intéressant, on a un débat, enfin, on a un débat sur la question de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut être plus autonome en termes de production. Même le président de la République a parlé de sobriété. C'était un concept qui était inentendable par beaucoup. On pense que la guerre en Ukraine a aussi un petit peu précipité les choses. La guerre en Ukraine a été, je dirais, l'accélérateur ou le révélateur de tout ça, de la fragilité en termes d'approvisionnement du gaz, etc. Bien évidemment. Mais tout ça pouvait être effectivement anticipé. C'est-à-dire que le mythe de l'indépendance énergétique de la France, là, pour le coup, est très très mal, est très remise en cause. Bon, et donc, d'une certaine façon, c'est heureux. Alors, la question du nucléaire, effectivement, même au sein d'un certain nombre d'écologistes, on va dire. À Europe Écologie Les Verts, je vous coupe, pardonnez-moi, Michel Forget, mais il y a des voix qui plaident pour le nucléaire, impensable il y a encore quelques années. Oui, alors je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, c'est vrai que... Je n'ai pas dit qu'elles étaient majoritaires. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, je veux dire, qui théorise ça et qui dit qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, au moins dans une phase de transition, et qu'on en a besoin, effectivement, recueille beaucoup de soutien, voire interroge beaucoup. Alors, quand sa BD, qui est très intéressante et que moi je conseille de lire, d'une certaine façon, au moins sur toute l'évolution de l'énergie, comment l'homme a toujours recherché et mis en place des systèmes pour, je dirais, moins dépenser sa force musculaire, pour pouvoir produire, pour pouvoir, etc. Eh bien, c'est tout à fait intéressant. C'est lui d'ailleurs qui avait comment travailler le concept de bilan carbone, etc. Par contre, sur le nucléaire, moi je suis étonné quand même quand on lit la BD et quand on entend ces déclarations. Jean-Marc Jancovici minimise, enfin de mon point de vue et du point de vue d'un certain nombre de personnes, minimise beaucoup, je veux dire, un certain nombre de choses. En particulier, par exemple, les déchets nucléaires. Et donc quand il dit que l'industrie nucléaire produit très peu de déchets, que ça tient dans 2 piscines. Je veux dire, non, la Hague, mais y compris les techniciens ingénieurs de la Hague, ont alerté récemment qu'on arrive à saturation. Et donc, on a pris des dérogations pour pouvoir stocker le combustible usagé, je veux dire, pour pouvoir stocker 2 fois plus dans les piscines existantes, faute de pouvoir stocker ces déchets ailleurs. Et donc, ça représente en plus JCO, du côté de Bure, dans la question de l'enfouissement, qui est toujours quand même, qui reste problématique. Qui fait débat. Et qui fait débat. Et les habitants du coin n'en veulent pas. Alors voilà, et qui reste très problématique. Donc là, il minimise beaucoup ces questions de déchets. L'autre étonnement, c'est qu'il minimise aussi les risques. C'est-à-dire que c'est vrai que tant qu'il n'y a pas d'accident, effectivement, le nucléaire, même s'il a tué, on ne peut pas passer comme ça, sous silence, Tchernobyl, Fukushima, où les conséquences, non seulement humaines, en termes d'atteinte à la santé, voire il y a eu des gens qui sont morts, mais aussi en termes économiques, c'est atroce, et en termes sociaux, c'est des zones qui sont complètement dévastées. Donc c'est vrai qu'il minimise beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'il va falloir effectivement engager une transition, développer les énergies renouvelables, mais surtout faire des économies d'énergie, bien évidemment. Alors on en parle justement de ces économies d'énergie aujourd'hui. Je vous parlais des coupures possibles en janvier. Récemment, c'était en fin de semaine, on a eu un rapport, en tout cas un retour de RTE qui a dit les Français ont baissé leur consommation durant le mois de novembre dès qu'on a dit qu'il allait falloir faire des économies. Est-ce que c'est-à-dire que les Français aujourd'hui sont conscients de ce risque de coupure et sont conscients aussi du portefeuille, parce qu'on voit quand même que les prix de l'énergie ont flambé. Moi, je pense que la question du prix est quand même un élément important. Voilà, moi j'étais dans une commission municipale avant-hier soir où, enfin, j'allais dire, avec aussi Dinan Agglomération, eh bien, la question de la chaleur fatale, de la récupération, de l'utilisation, de la valorisation de la chaleur fatale de l'usine de traitement et de valorisation des déchets, enfin, un incinérateur pour faire court, eh bien, ça y est, c'est à l'ordre du jour de créer un réseau de chaleur avec des canalisations, alors qu'il y a quelques années, on s'est battu, nous, écolos, contre un projet de
chauffer des serres de tomates bio par cet incinérateur. Et donc, quand on disait, mais pourquoi pas faire un réseau de chaleur, pourquoi pas chauffer tout le quartier de la Fontaine des Eaux à Dinan, etc., etc., on nous disait, ben non, c'est pas possible, c'est trop, il y a trop de kilomètres de canalisation, enfin bon, etc., c'était pas possible. Aujourd'hui, ça l'est, parce que il y a le facteur prix. Dinan, ça faisait des années qu'on le demandait d'éteindre et de réduire l'éclairage nocturne la nuit, y compris pendant le Covid, on nous avait dit non, c'est pas possible, techniquement, etc. Et bien là, ça y est, depuis la rentrée, la plupart des quartiers de Dinan, c'est éteint de 22h à 6h le matin. Et ça, c'est la question du prix. Alors après, on rajoute la biodiversité, on rajoute, etc. Mais en fait, c'est vraiment le prix qui marque. Et je pense que dans la réduction effectivement de la consommation, il y a deux choses. Il y a d'une part, jusqu'à présent, l'hiver a été assez clément. Enfin l'hiver ou l'automne, on va dire, puisqu'on n'est pas encore en hiver. On commence à voir les premiers frimas. Voilà, c'est ça. Mais donc ça a été assez clément. Et puis je pense que les gens font attention, je veux dire, aux factures. On a l'impression aujourd'hui qu'on est un petit peu dans une fuite en avant pour trouver des solutions. Il y a des solutions technologiques. Il y a aussi le fameux EcoWatt, cette application qui est quand même très pratique. On engage les auditeurs à la télécharger. Et puis il y a aussi la précarité énergétique. Elle est là aussi aujourd'hui. Est-ce que justement des réseaux de chauffage comme ça dans des villes de récupération de chaleur qui auraient été perdus sinon, ça peut aussi peut-être bénéficier aux plus précaires qui eux n'ont pas les moyens forcément de pouvoir payer leurs factures, en tout cas ils les paient mais avec de grandes difficultés. Oui, mais ce qu'il faut avant, et je crois que c'est tout l'enjeu de ce qui se passe avec le long du débat sur l'énergie. Et d'ailleurs, comment la question avec Jean Covici se pose dans ces termes, c'est-à-dire que lui et un certain nombre de personnes disent de toute façon la consommation d'électricité va très grandement augmenter. Parce qu'on veut passer aussi à l'électrique au niveau des automobiles, enfin, etc. Est-ce que la production suivra? C'est ça la question aussi. Donc, non, mais on part sur, de toute façon, un postulat d'une augmentation significative de la consommation, du besoin en électricité. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'il faut interroger, bien évidemment. C'est-à-dire que le tout, entre guillemets, le tout électrique pour l'automobile, etc., est-ce que c'est vraiment... je veux dire, quelque chose de fiable, qui est vraiment encouragé, c'est les questions. Et en ce qui concerne l'habitat, qui est quand même une des sources de consommation importante, avant de chauffer, le mieux quand même, c'est de construire avec des matériaux qui permettent, je veux dire, de s'isoler au maximum, non seulement pour le froid, mais aussi pour la chaleur l'été, puisqu'on a bien vu, je veux dire que beaucoup de personnes, et je ne parle pas de la climatisation d'ailleurs, mais beaucoup de personnes ont souffert et vont souffrir effectivement du peu d'isolation. Donc le programme, à mon avis déjà, et c'est Négawatt, les scénarios Négawatt le disent depuis longtemps, il faut sur l'habitat, et donc l'habitat social bien évidemment, qui permettrait aux gens, ça existe déjà, techniquement c'est possible, il y a des gens qui payent 0 € en termes de consommation d'énergie pour se chauffer dans des maisons complètement passives. L'avenir, la maison passive, on en parle beaucoup. Il y a eu aussi, alors dans un autre domaine plus large autour de l'écologie et autour de l'environnement, la COP27. On a dit que les écologistes avaient été très déçus des conclusions de cette COP27. Ben oui, parce que c'est le principe des COP, c'est-à-dire qu'on est à la COP 27, et donc au fur et à mesure des COP, on dit oui, ça devient urgent, il faut faire quelque chose, On est loin de Chirac, la maison brûle et voilà, on regarde ailleurs. Et donc on voit bien d'ailleurs la France a été condamnée pour inaction climatique, et on voit bien que la France aujourd'hui, je veux dire, ne remplit pas, est loin des objectifs de la COP de Paris. Donc on voit bien que le problème, c'est les engagements qui sont pris. Le point positif, c'est la prise en compte, je veux dire, et le financement des conséquences climatiques pour un certain nombre de pays. Donc ça c'est plutôt un élément positif. Le reste, effectivement, tant qu'il n'y a pas des choses
j'allais dire, qui sont fixés, chiffrés, des objectifs très précis, et puis l'adhésion d'un certain nombre d'États qui restent très, très producteurs de gaz à effet de serre. Mais je voudrais revenir sur la question des citoyens qui réduisent. Donc on dit c'est bien, il faut que les citoyens comprennent qu'il faut débrancher le Wi-Fi, etc., etc. Bien évidemment, et on l'a toujours dit, il faut que les comportements individuels soient aussi dans la sobriété. C'est-à-dire qu'on se pose la question, je dois aller là, est-ce que je prends ma voiture, est-ce que je prends mon vélo, est-ce que j'y vais à pied, est-ce que je prends un bus, est-ce que je prends un train, etc. Bien évidemment, et chez soi, il faut peut-être réduire un peu, faire attention à la température, pas gaspiller. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que les grandes sources de consommation d'énergie, on parlait de nucléaire tout à l'heure, mais le nucléaire est un gros consommateur d'énergie. La question des gaz à effet de serre, les transports, l'automobile, mais génère énormément, je veux dire, de dégagement. Donc s'il n'y a pas des politiques publiques très fortes qui encouragent, pour ne pas dire qui limitent, c'est la question, par exemple, pourquoi on ne passe pas à 110 km/h sur les autoroutes. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire, on continue de dire, allez-y, etc. Donc voilà, il y a quand même les politiques publiques et les politiques, au sens large, doivent absolument réguler, encourager, inciter des pratiques vertueuses. Voilà. Mais comme ils ne veulent pas passer pour des... puisqu'ils nous ont tellement reproché à nous, écolos, d'être dans de l'écologie, comme il disait, punitive, voire des amiches, etc. Et puis, quelques mois après, le même qui nous a traité d'amiches parle de sobriété et encourage les gens à mettre des pulls chez eux, des cols roulés, pour pouvoir limiter la température. Je ne sais pas qui est amiche. Donc voilà, alors moi, j'ai pas mis de col roulé, et puis je me suis enrhumé, voyez-vous. Voilà, je ne suis pas amiche non plus, je vous rassure. Alors, plus sérieusement, Michel Forget, on a aujourd'hui un dogme, qui est le dogme de la voiture, de l'automobile. Il y a des efforts de fait quand même au niveau des régions. Ici en Bretagne, on parle beaucoup du train, des mobilités douces, en particulier pour les zones rurales qui ont besoin, les habitants de ces zones ont besoin de la voiture, ont besoin de transports en commun. Ça reste encore aujourd'hui compliqué de se déplacer dans les zones rurales. On parle aussi de ces voies de chemin de fer à réhabiliter. Il en est question. Alors moi, je vais peut-être un petit peu soulever la chose qui fâche, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de municipalités qui ont beaucoup œuvré sur l'écologie et qui disent non, on va faire des voies vertes. Est-ce que il n'y aurait pas moyen de gérer la voie verte et la voie de chemin de fer ou la voie de tramway ? Oui, alors sur ces questions-là, c'est éminemment important. Mais là, on voit bien aussi... alors, je pense que d'une manière générale, il va falloir, on l'a vu pour l'eau aussi, un gros problème de l'eau quand même, encore aujourd'hui en Bretagne. Donc il va falloir de plus en plus, à mon avis, raisonner en termes d'usage. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'aide pour l'essence, là, c'est-à-dire qu'on a une aide de l'État, mais qui vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, les politiques devraient s'orienter sur la question de l'usage. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des régions, dans des territoires comme les nôtres, tout le monde est dépendant de la voiture, bien évidemment. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'évidemment, il faut essayer de la partager, cette voiture, par le covoiturage, par de l'autopartage, certainement, il y a plein de choses. Mais on reste dépendant de la voiture. Et donc, il y a aujourd'hui des voitures qui sont en libre service. Oui, on le voit de plus en plus. Ce que je veux dire, c'est que là où il faudrait, j'allais dire, aider en termes, par exemple, ou de primes, de chèques, etc., c'est les personnes qui en ont besoin, par exemple, pour se déplacer, pour aller au travail. Je vois à Dinan, quand vous démarrez, je sais pas moi, à 5h le matin à Kerméné, je veux dire, où vous habitez, vous êtes obligé de prendre une voiture, de la partager avec un collègue éventuellement, mais enfin, vous n'avez pas d'autres transports possibles. Donc on devrait aider prioritairement ceux qui en ont réellement besoin, et non pas faire une baisse du litre d'essence qui va permettre à certains, je veux dire, de partir un week-end de plus dans leur résidence secondaire. Je caricature. La question de l'eau, c'est pareil. Alors qu'il y a eu des communes qui ont été privées d'eau potable, je veux dire, cet été, la question se pose, qu'est-ce qui est prioritaire ? De garantir un approvisionnement en eau potable, je veux dire, pour tout le monde, pour pouvoir boire, se laver, etc., ou bien de remplir des piscines. La question va quand même... Enfin, il me semble que la question se pose. Donc la question de la valeur d'usage, enfin de l'usage, est important. Sur le train, effectivement, je pense qu'il faut
et Macron a encore dit récemment, il annonce à la surprise générale, personne n'était au courant, qu'il va falloir 10 RER dans les métropoles. Mais à côté de ça, d'abord, comment il va financer? Enfin bon, personne ne sait. Donc c'est vraiment, j'annonce ça comme il a annoncé. Allez hop, c'est une annonce politique pour vous. Cette EPR. Mais je veux dire, c'est sur du sable, sur du vent. C'est une annonce politique pour vous. Alors, à la fois, c'est une annonce politique, comme ça, hop, on balance sur le mode, on va faire quelque chose. Mais la question qui doit se poser, c'est est-ce qu'il faut encourager, je ne dis pas qu'il ne faut pas de RER, hein, mais est-ce qu'il faut encourager, je veux dire, prioritairement les métropoles et d'accentuer le phénomène de métropolisation, ou bien est-ce qu'il faut défendre, effectivement, les petites lignes, les trajets du quotidien en train le plus possible? C'est des questions importantes quand on sait que les financements, je veux dire, sont pas, je veux dire, extensibles comme on le voudrait. Avec ces petites lignes qui ont été fermées, qui auraient pu rester ouvertes, mais moi j'ai le cas d'une ligne de chemin de fer que j'ai souvent empruntée, où il n'y avait un train en aller-retour qu'à 15h ou à 16h. Évidemment, ce ne sont pas Là aussi, il y a une cohérence à avoir avec une politique du transport plus largement en France. Oui, bien sûr. Toutes les lignes. Alors, ça a été dit. Alors là, c'est pareil. On avait le tout nucléaire et on a eu le tout TGV. Hein. C'est-à-dire qu'en France, on a aussi, je veux dire, les ingénieurs, etc. Bon, il faut être au top de la technologie, enfin de ce qu'on pense être le top de la technologie, sans s'interroger sur le service. Donc, on a fait le tout TGV pour s'apercevoir, par exemple, aujourd'hui à Rennes, que la gare, puisque toutes les grandes lignes passent par Rennes, y compris pour redistribuer après sur Saint-Brieuc, Bretagne Nord, etc., eh bien, pour savoir qu'elle est engorgée, et donc se pose la question du développement, alors que si on développait, et si on avait développé les lignes interrégionales, c'est-à-dire que moi je prends par exemple la ligne Saint-Brieuc, on va dire Lamballe, Bretagne Nord, qui passe à Dinan, Dole, et qui va normalement à Caen en Normandie. Je veux dire, si vous êtes à Dinan que vous voulez aller à Caen, eh ben, il faut repasser par Rennes en train. Voilà, une forme de centralisation finalement. Complètement. Et donc, on a négligé, on n'a plus entretenu les petites lignes, ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus l'État ne finance plus rien du tout, enfin quasiment rien sur les travaux, ce qui fait que les collectivités locales, Dinan Agglomération par exemple, mais Lamballe, Terre et Mer aussi, etc., on met des millions, je veux dire, pour restaurer des voies sur lesquelles, en plus, va passer peu de trains. Donc, c'est-à-dire que on est un certain nombre à dire, ok, il faut mettre ces millions-là, mais il faut peut-être aussi réfléchir à mettre des navettes, par exemple, enfin, pas forcément des TER, mais peut-être des navettes qui vont irriguer, moi je pense sur notre territoire, qui pourraient partir de Mignac-Morvan, là, ou Pleudien, Mignac, mais c'est la 4 voies, et puis irriguer en une espèce de navette ou de tram-train, je ne sais pas, et qui passerait dans toutes les petites gares, l'Aïs, qui franchissent la Rance, l'Aïs, qui pourrait s'arrêter à la Fontaine des Eaux, d'ailleurs au lycée, puisque la voie de chemin de fer passe quasiment au niveau de la Fontaine des Eaux, donc il faudra aménager une halte, et puis Dinan, et puis Quévert, et puis Corseul, et puis Planquette, par exemple. Voilà. Et donc avec des navettes assez régulières qui permettraient, là pour le coup, de répondre à des besoins essentiels et de désengager la route, plutôt que, comme il en est question, de doubler le pont Chateaubriand, par exemple, pour permettre à tout le monde de pouvoir rouler à 110 sur la traversée de la Rance. Voilà, moi je prendrais le train, parce qu'en plus la ligne est très jolie. Je le dis pour les auditeurs qui sont loin, qui veulent venir y faire un tour. On parle aussi, là il nous reste 3 petites minutes, me dit mon réalisateur, ça va très vite. On parle aussi de ce que l'on va mettre sur ces lignes de chemin de fer. Aujourd'hui, il y a des tests, en Allemagne en particulier, de trains à l'hydrogène. Est-ce que c'est l'avenir demain, l'hydrogène? Est-ce que c'est quelque chose que vous, écologistes, vous appelez de vos voeux? Alors, l'hydrogène, oui, certainement, c'est l'avenir pour un certain nombre de transports lourds, on va dire. La question de l'hydrogène, parce que c'est pareil, tout le monde dit l'hydrogène comme une solution miracle. La question, c'est l'hydrogène consomme énormément d'électricité. Donc la question, on retourne à la question de départ, c'est-à-dire comment on va produire cette électricité. Si c'est de relancer du nucléaire, des centrales à charbon pour produire de l'électricité qui va permettre de faire de l'hydrogène, je veux dire, le bilan de tout ça, c'est quand même pas terrible, quoi. Hein, donc je pense que là aussi, on parlait de l'usage, je pense qu'il faut adapter je veux dire, les modes de propulsion, on va dire, à l'usage. Le transport lourd, oui, pour l'hydrogène, etc. Mais est-ce qu'on a besoin, par exemple, aujourd'hui, de voitures
électriques, je veux dire, qui pèsent plus de 2 tonnes, qui roulent et qui sont annoncés, je pense à des Porsche, des Mercedes, etc., dont on voit la pub, les SUV, et qui sont annoncés à des vitesses, enfin, je veux dire, c'est absurde. Ce qu'il faut développer, bien évidemment, c'est une petite voiture très adaptée, qui pèse pas trop lourd, qui roule maxi, on va dire 90 km/h, puisque la plupart des trajets, je veux dire en France aujourd'hui en voiture, c'est moins de 6 km. Donc on n'a pas besoin de gros monstres qui vont consommer beaucoup d'électricité. Donc voilà un petit peu le... Moi je pense que c'est ce problème de l'usage et de l'adaptation. C'est comme quand vous allez quelque part, si vous avez 1 kilomètre à faire, il n'y a peut-être pas besoin de prendre sa voiture, même si elle est électrique. Il y a peut-être d'autres moyens, et il faut s'interroger sur les sources aussi de production pour la propulsion, bien évidemment. Allez, il nous reste une poignée de secondes, Michel Forget. On avait encore plein de sujets. Les sujets sont vastes. Voilà, oui. mais vous reviendrez, c'est promis, au micro de la matinale. Aujourd'hui, on a le sentiment, alors il y a eu cet été très chaud, hein, vous y faisiez allusion tout à l'heure, ce changement climatique qui aujourd'hui n'est plus une vue de l'esprit. Est-ce que justement dans l'esprit des Français, en particulier, des Bretons aussi, il y a eu des incendies en Bretagne, il faut le dire oui. cet été. Est-ce que justement aujourd'hui, il y a un cheminement écologique? Est-ce qu'il y a une réflexion, même pour les plus réticents, allais-je dire? Oui, moi je pense qu'il y a une prise de conscience sur le réchauffement ou le dérèglement climatique, on va dire. Il y a une prise de conscience sur la fragilité finalement de nos sociétés en termes d'énergie. Donc les gens sont très déprimés, j'allais dire. Actuellement, quand vous demandez aux gens, on a eu la Covid, mais aujourd'hui avec les canicules, la guerre en Ukraine, donc aux portes de l'Europe, la question de l'énergie, la question de l'essence, il faudra changer les voitures d'ici quelques années. Enfin, tout ça, c'est très délétère, et les gens versent au pessimisme. Donc il y a une prise de conscience. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, qui ont conscience de ça, comment on va les aider, je veux dire, à adopter d'autres modes, je veux dire, d'autres modes pour habiter, pour se chauffer, pour se déplacer. C'est tout ça qu'il faut encourager, à accompagner, certainement pas culpabiliser, mais c'est tout ça. Et donc, c'est une écologie, j'allais dire, de l'espoir qu'il faut absolument, du plaisir aussi, à retrouver d'autres modes de vie, on va dire. Voilà, l'écologie peut aussi être un plaisir. Voilà, et convivial, absolument. Et convivial. Et je le confirme, vous transmettez cette convivialité. Michel Forget, militant Europe Écologie Les Verts, conseiller municipal d'opposition à Dinan, également conseiller communautaire de Dinan Agglomération. Vous êtes venu au micro de la matinale. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci, belle journée à vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.